Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés sur notre webinar sur les travaux publics. Ce webinar, nous allons parler de la mutation du secteur, des enjeux et des opportunités pour les clients et pour les talents. Nous sommes ensemble pendant un peu plus de 35 minutes, s'il y a des questions dans le chat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter très synthétiquement, ils vont se présenter aussi eux-mêmes. Nous avons la chance pour ce webinaire d'avoir qui est la présidente de Connexion 21. On a effectivement Sandra Cabiera, qui est effectivement la présidente de CJL Evolution, Eric Servol, directeur de marché de chez Manpower. Donc avec ces trois visions complémentaires, nous espérons vous éclairer sur cette filière, sur les opportunités, sur ces mutations et vous apporter un maximum d'informations. Avant de poser les questions et d'animer ce chat, un point important pour vous permettre de suivre dans les meilleures conditions ce webinaire, c'est de vous assurer que vous êtes bien isolé, que la connexion web est bien maîtrisée. Vous pouvez mettre un casque aussi pour une meilleure qualité de son. Et n'hésitez pas, nous avons on va dire un animateur chat qui va nous suivre. Si vous avez des questions, nous pourrons remonter les questions auprès de l'ensemble des intervenants. Donc, une actualité riche ce matin. Alors, cette filière, c'est une filière qui est en plein mouvement, qui est en pleine mutation. Mais avant de rentrer dans le détail, j'ai envie tout de suite de poser une question à Françoise. Est-ce que vous pouvez présenter Connexion 21 et nous élargir la vision du périmètre des travaux publics? Merci, avec grand plaisir. D'abord, je dirais que les intervenants ont une mixité parfaite. 2 femmes, 2 hommes. Nous allons dans le bon sens. On va dans le bon sens. Dans cette filière. Alors, Connexion 21. Connexion 21, c'est une association qui rassemble tous les intervenants de la filière des travaux publics et des infrastructures, pour promouvoir auprès du grand public les infrastructures innovantes, durables, et le bien-être des usagers. L'image du travaux public, elle était parfois un peu négative. D'accord. On voyait des machines s'installer dans les rues, des trous qui étaient faits. Pas très bien pourquoi, s'ils créaient plutôt des embarras que des améliorations pour la vie de l'usager. En fait, les infrastructures sont essentielles pour pour le bon usage et une vie, je dirais, quotidienne, positive de l'usager. Cette association a donc ce but de valoriser ces infrastructures et de montrer ce qu'elles apportent à l'usager, et également de peser sur le débat public. Pourquoi peser sur le débat public? Pour encourager les investissements dans ce domaine. Et c'est essentiel. Donc ça, c'est une grande partie du périmètre d'action Alors, quel est notre ADN? Notre ADN, c'est plutôt, on travaille beaucoup sur la mobilité. D'accord. Amélioration des moyens de transport, des solutions de transport, et qu'elles soient vertueuses. Tout ça avec cet objectif de réussir cette transition écologique. D'accord. Et également de la connectivité. Au moment où on peut connectivité. C'est tout la problématique, communication et échange. Tout ça dans le cadre d'une évolution durable. Alors, comment agissons-nous, communiquons-nous avec l'usager? Connexion 21, c'est une communication sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn pour les professionnels de la filière, et qui valorise ce que les entreprises de travaux publics et de création d'infrastructures réalisent. Aujourd'hui, nous avons plus de 16 millions de clics et de vues par nos réseaux sociaux,
Et nous sommes à près de 2000 abonnés. Donc, nous avons un rôle d'influenceur important dans ce domaine et de valorisation du secteur dans ce domaine. Mais Connexion 21 aussi, c'est une rencontre de professionnels de la filière valorisant l'expertise, l'innovation et facilitant les échanges grâce à notre club des entreprises, oui, qui est une conférence par laquelle nous organisons une conférence trimestrielle où les professionnels sont et témoignent de leur expérience pour la construction et l'entretien d'infrastructures innovantes et vertueuses. Mais c'est aussi, et on en a tous besoin dans ce secteur, la promotion des métiers de la filière auprès des jeunes. Car la Connexion 21, demain, comment essayer de montrer aux jeunes et de valoriser les métiers de ce secteur. Parfait. Connexion 21, c'est également, pour les professionnels, un observatoire de réflexion qui partage toutes les études et documents réalisés par les acteurs, ces filières, pour le développement de l'infrastructure. C'est également une newsletter trimestrielle pour ses membres. Bon, ben, écoutez, vous voyez, ils viennent de tout. Vous avez des loueurs, vous avez des entreprises de travaux publics, vous avez des intervenants, vous avez des entreprises au niveau comme Manpower. Bien évidemment, d'être là avec aujourd'hui. Ah, merci Françoise, parce que c'était important de pouvoir poser un peu le cadre et puis voir les différentes missions de Connexion 21, parce que sur ce webinaire, on a votre regard qui représente la filière, on a le regard d'experts d'entreprise, et puis on a le regard effectivement de partenaires RH, et c'est la vision 360 qui va donner encore plus d'informations par rapport à ça. On a eu votre vision et votre présentation, Françoise. Je pense que Sandra, c'est important d'avoir également votre vision de femme entrepreneuse dans ce secteur-là. C'était un petit clin d'œil de disons qu'on était bien équilibré sur ce secteur en représentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je dirige la SCOP CGL Évolution, qui est une société coopérative avec 50 salariés qui deviennent tous sociétaires au bout d'un an. Nous faisons à peu près par an entre 6 millions et 3 de chiffre d'affaires. Donc, on est une petite structure, mais déjà bien ancrée au niveau du territoire de l'Île-de-France-Est. Ce qui est important aussi pour les entreprises des travaux publics et qu'il faut rappeler que ça reste un secteur d'activité qui permet un ancrage territorial et du développement de l'emploi sur le bassin dans lequel on est. Donc, nos experts, nos collaborateurs ont pour certains plus de 25 ans d'expérience. On travaille principalement dans le terrassement, enfouissement de réseaux secs, élec, gaz, fibres, la maintenance des installations électriques, donc on a des élec qui vont intervenir sur les réseaux, un bureau d'études, la topographie pour retracer toute la cartographie des chantiers sur lesquels on passe, un peu de maçonnerie et des IRVE parce que c'est l'avenir des nouvelles infrastructures pour le quotidien des riverains. Donc notre zone d'intervention est principalement sur l'Île-de-France-Est. Parfait. Alors ça justement, pour animer ce débat et ensemble, ce retour d'expérience de votre côté va être vraiment très enrichissant sur nos prochaines questions. Par rapport à la troisième vue, à la troisième vision côté terrain et côté partenaire RH, Eric, pouvez-vous nous présenter de façon très synthétique Manpower France et après vous donner le micro sur les chiffres clés de cette filière que vous connaissez. Oui, merci. Alors effectivement, Manpower aujourd'hui c'est une entreprise qui a 2 lignes de service, référence intérim et conseil recrutement. Un petit clin d'œil à Françoise, la présidente de Connexion 21, également à Sandra. Je représente une entreprise aujourd'hui qui est constituée de 80% de femmes. Donc, je suis le représentant masculin d'une entreprise. Bravo, belle féminisation. Exactement. Il faut que le secteur TP suive.
Là où c'est intéressant par rapport à notre organisation, c'est de faire là aussi un clin d'œil à Connexion 21, c'est par rapport à l'ancrage territorial. On y est très attaché à Connexion 21 et beaucoup de nos actions se démultiplient justement à l'intention. Manpower, c'est 700 agences d'intérim, c'est 200 cabinets de recrutement et c'est 5 directions régionales. Voilà, donc pour à peu près 3900 collaborateurs. Donc, la force, c'est vraiment la proximité terrain et le maillage. Exactement, le maillage du réseau. Parfait. Et ben, pour en plus donner quelques chiffres clés aux personnes qui nous suivent, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, à peu près 80% sont des entreprises et on a eu aussi 20% de talents également. Eric, pouvez-vous préciser des chiffres clés sur cette filière qui est en plein développement? Exactement. Donc là, je parle bien des travaux publics. Secteur d'activité qui représente une population environ de 320 000 personnes qui travaillent de manière quotidienne sur tout le territoire national. C'est environ 8 000 entreprises avec aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir communiquer envers les talents, les candidats, c'est à peu près 5 200 demandeurs d'emploi aujourd'hui. Alors, on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure dans les chiffres, des pourcentages de cadres, les pourcentages de féminisation, mais juste un petit clin d'œil par rapport à mon métier, qui est le travail temporaire. Il y a 760 intérimaires, à peu près en équivalent temps plein, qui travaillent quotidiennement sur la filière. C'est vraiment des chiffres importants parce que ça peut justement des fois les personnes, on va dire, peuvent faire l'erreur d'associer tout ce qui est construction BTP et travaux publics. Le fait vraiment de préciser que les travaux publics ont une spécificité, ont leurs propres chiffres, ça donne aussi un point important de cette filière qui est en pleine, et merci pour appuyer ces chiffres-là. Je peux même rajouter par rapport à ce que vous dites là, par rapport au bâtiment. Le bâtiment, par rapport au métier de l'intérim, c'est à peu près 29% des effectifs intérimaires. Très bien. France, toutes marques confondues. Et au sein de la division BTP, il y a travaux publics qui pèsent à peu près 12% de cette population. Donc c'est quand même très conséquent. Et c'est bien de faire cette séparation. En tout cas, ces chiffres clés, ça, je pense qu'on est tous d'accord, ça permet de poser le décor et c'est quand même une filière qui impose et où il y a beaucoup d'activités, il y a quand même des enjeux business très, très stratégiques. Par rapport à ça, j'ai une question naturelle pour vous, Françoise. On voit que c'est des chiffres assez conséquents, que c'est une filière qui est en pleine mutation, mais pourriez-vous nous éclairer sur les 2-3 principaux défis que peut relever cette filière? Bien, si vous voulez, les défis de la filière, c'est les infrastructures sont partenaires quotidiens du citoyen. Il faut le faire évoluer en fonction des enjeux qui existent. Or, quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est l'adaptation au climat, aux enjeux climatiques. L'adaptation aux enjeux climatiques et réaliser la transition écologique. Et toutes les entreprises de la filière sont fortement concentrées sur cet objectif vraiment de réalisation de la transition écologique. Alors, pour un futur plus vert, mais comment également, c'est pas seulement écologique, mais c'est également, ça entraîne également technologique. L'intégration de l'intelligence artificielle va avoir un rôle majeur aussi, également. C'est également ça et prendre en compte les profondes mutations sociales que nous avons depuis quelques années. Plus d'inclusivité, plus de mixité, des attentes des personnes en recherche d'emploi différentes. Le télétravail est passé par là. D'avoir une mission ou un emploi qui représente quelque chose de valable pour le développement, ce sont ce que tous les jeunes recherchent. Donc, ces profondes mutations sociales sont à prendre en compte dans ce secteur. Ce secteur était, on peut le dire, pas très féminin au départ. Il y avait vraiment à ce niveau-là, il n'y a que 2% de femmes qui sont dans le secteur de la production, généralement, et 5% des femmes qui sont cadres supérieurs.
Tout le reste sont dans les secteurs administratifs. D'accord. Les seuls, et elles représentent un tout petit pourcentage. Mais aujourd'hui, 53% des entreprises considèrent que la mixité est un sujet prioritaire. Et pourquoi? Parce qu'elle stimule l'efficacité et la productivité. Elle améliore la productivité. Les femmes dans l'entreprise facilitent l'atténuation des tensions. Mais les enjeux sont toujours là. On n'est pas encore à un métier. D'abord parce qu'il y a toujours cette vision du secteur du BTP comme un secteur difficile, où les tâches sont lourdes. On est loin de la pelle et de la pioche, mais il y a toujours cette image que c'est un métier dur parce que c'est un métier qui est à l'extérieur, où il y a des charges à soulever. Mais l'avantage de ce métier, c'est que maintenant, il devient de plus en plus les différents métiers deviennent de plus en plus automatisés. D'accord. Donc, dans votre précision sur les défis, on est sur des défis qui sont multiples. On est effectivement sur l'accompagnement de l'écologie, l'intégration de la technologie nouvelle et les enjeux sociaux. Parfait. Donc, c'est vraiment des trois axes de mutation très forts pour cette filière. Et pour ce secteur, c'était important de le souligner. Des défis, comme ce que vous avez précisé, Françoise, mécaniquement, on va dire naturellement, ça va avoir des impacts sur les métiers. Et ça me permet de me retourner au niveau d'une question, sachant que Sandra, sur la féminisation, vous étiez au sein de vos anciennes missions, donc on accompagne quasiment, même si vous êtes présidente actuellement quelque part, vous accompagnez au jour le jour vos collaborateurs et vous cumulez quasiment les deux pour accompagner les compétences de vos collaborateurs. Quels sont, à votre avis, les impacts sur les métiers par rapport aux défis qu'a pu développer Françoise? Alors, effectivement, le secteur des travaux publics est en pleine mutation, dans une phase de transition, parce qu'on doit gérer tout d'abord la transition écologique, qui est difficile quand on a ces métiers-là. On a une totalement thermique. On nous demande de basculer un peu sur quelque chose d'un peu plus, l'électrification, qui est compliquée parce que les produits ne correspondent pas toujours aux besoins et à l'utilité qu'ont fait les machines. Nous, on va creuser pendant 8 heures avec un BRH. Le thermique, ça fonctionne. L'électrique, ça va durer 3 heures. Donc voilà. Mais on travaille sur cette innovation-là. D'accord. Qui veut aussi dire que sur la transition écologique, on pense aussi à la RSE, parce qu'il n'y a pas que l'impact environnemental, il y a l'impact social qui est hyper important, parce qu'on a un public de collaborateurs qui change, on a des envies différentes, on a un équilibre de vie pro, vie perso qui est de plus en plus important. Et pour attirer des nouveaux talents et fidéliser nos collaborateurs, on est obligé d'avoir cette vision quand on gère l'entreprise, parce que c'est rentrer à une heure décente pour pouvoir profiter de sa famille aussi ou faire des loisirs, ne pas ressentir un stress trop intense. Donc, chaque entreprise des travaux publics met en place des politiques via la RSE pour impact environnemental, par la réutilisation des matériaux, par l'optimisation des trajets, si on ne peut pas électrifier encore toute sa flotte. On essaye d'améliorer les processus pour diminuer cet impact. Et au niveau social, ça rentre aussi dans la politique RSE, parce qu'on va mettre en place des actions qui vont améliorer les conditions de travail des salariés, en améliorant les cabanes de chantier, en utilisant du matériel, des outils qui vont diminuer les vibrations ressenties quand on les porte,
qui vont diminuer le bruit, parce qu'il y a toutes ces nuisances auditives, olfactives. Maintenant, les dirigeants d'entreprise prennent en compte tout ça quand ils vont des EPI, des équipements de protection individuelle. On va, nous en tout cas, on demande aux salariés qui les portent, on fait un échantillonnage, on demande à quelques salariés de les tester et on va prendre ceux qui ont le meilleur retour parce que c'est eux qui les utilisent. D'accord. Donc on a le côté coût qu'on doit suivre parce qu'on doit dégager forcément de la rentabilité pour que l'entreprise puisse vivre et réinvestir dans des nouveaux outils. Oui. Mais par contre, ce n'est pas moi qui vais porter des EPI, donc c'est logique de demander à mes salariés quels sont les EPI qui vous permettent de travailler dans des bonnes conditions. Dans les meilleures conditions. Et toutes ces critères sont pris en compte maintenant dans la gestion de l'entreprise. Et on est obligé parce que sinon on n'attirerait plus personne et on ne pourrait pas fidéliser nos salariés. Et ce qui est logique et du respect des salariés, de la personne, est primordial. C'est chaque personne, quel que soit le métier, terrassier, conducteur d'engin, topographe, conducteur de travaux, on est tous à la même enseigne. Il faut tous travailler en cohésion, en commun, pour aller vers un but similaire, qui est de faire en sorte d'avoir une entreprise qui est pérenne, qui est ancrée dans son territoire et qui permette de travailler dans des conditions de travail respectable. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est que chacun de mes salariés puisse aller au travail, pas à reculons, qu'ils se disent « Ouais, moi, je veux bosser aujourd'hui, je suis content d'aller bosser pour CJL parce que je m'y sens bien. » Alors oui, on est un secteur d'activité qui est quand même difficile parce qu'on travaille dans des conditions climatiques Bien sûr. Qui se dérèglent, donc Oui. il faut s'adapter. Cet hiver, on a eu de la pluie depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc les équipes, il faut qu'elles s'adaptent. Là encore, on va mettre en place des équipements qui vont être plus adaptés. Nous, on est parti sur des équipements de rando parce que ça respire mieux. Et du coup, et c'est quand même de la protection de la pluie. C'est des petites innovations en fait qui peuvent améliorer le quotidien des salariés. Donc ça reste quelque chose où on fait face au climat parce qu'on travaille sous la pluie, dans le froid, sous la chaleur. Mais par contre, c'est un secteur d'activité où il y a une réelle cohésion dans l'équipe parce que chacun travaille en équipe. Donc chaque équipe représente un peu une petite entreprise dans l'entreprise. D'accord. Met en place sa culture, respecte, se soutient et du coup, c'est important d'avoir cette cohésion-là parce que c'est comme ça aussi qu'on peut aussi diminuer les accidents du travail parce qu'on travaille autour de l'électricité, du gaz. Nous, on fait de l'enfouissement de réseau, donc on est vraiment sur tous ces réseaux-là. Donc, on doit avoir une vigilance accrue quand on travaille. Cette vigilance, elle doit être partagée. Et c'est des valeurs qui sont importantes dans les travaux publics et qu'on retrouve. L'autre valeur qui est importante et que beaucoup de personnes dans d'autres secteurs d'activité se posent, c'est est-ce que mon travail a du sens? Est-ce que je ne travaille pas dans le vent? Où est la concrétisation des tâches que je fais au quotidien? Dans le travaux public, on la voit tout de suite. On commence un chantier, on sait ce qu'on fait tous les jours et on voit le résultat de son chantier. C'est-à-dire, j'ai mis la lumière dans un bâtiment. Raccorder un data center qui va pouvoir être utilisé par beaucoup de monde. Donc, c'est du concret. Les travaux publics, on est dans le concret. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent du sens, je trouve que c'est un secteur très intéressant sur lequel on peut s'investir. Et en général, quand je fais passer des entretiens, la seule chose en général, c'est qu'on ne s'ennuie jamais dans les travaux publics. Je n'ai pas un salarié qui peut me dire « je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, j'ai l'impression de travailler dans le vide ». Ce n'est pas possible. Il y a toujours des choses à faire et des choses à inventer. Et c'est ça, le point positif quand on est dans un secteur d'activité en transition comme ça, c'est qu'on peut faire fuser nos idées, on peut faire des tests et on peut faire en sorte d'améliorer les choses. Alors, en tout cas, j'entends par rapport à ça, et puis avec votre enthousiasme, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même des métiers passion. C'est-à-dire qu'il y a un esprit communautaire qui l'esprit famille parce qu'on faisait beaucoup de parallèles parce qu'il y a beaucoup de PME qui sont créées d'entreprises familiales. Moi, je parle plus de communauté parce qu'il y a un réel respect. La mixité culturelle, la mixité, on tend vers ça entre les hommes et les femmes. C'est pas dire
les femmes vont faire mieux dans les travaux publics. Non, on a besoin de main-d'œuvre, de talent. Donc, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et à une également. C'est-à-dire que voilà, c'est ouvert à tous. Et tout le monde a les capacités de travailler dans ce secteur d'activité. Bah ça, c'est une très belle transition, Sandra, parce que vous parlez passion, vous parlez ouverture, compétence. Tout le monde peut intégrer, mais par rapport à ça, c'est que des fois, il peut y avoir, vous êtes sujet à la pénurie de talent, bien évidemment, et sujet-là, pénurie de talent, comment on peut sur le marché trouver des solutions? Ça, c'est une question pour Eric. Au niveau de la, on va dire, de Manpower, quelles sont les solutions et les accompagnements qu'on peut réaliser pour les entreprises et talents? Oui, alors je pense que là, on a eu, et merci mesdames, une bonne description de la filière, du secteur d'activité et d'un contexte d'entreprise. Nous, notre métier, donc nous sommes experts RH, hein, donc notre métier, c'est dans cette filière, c'est de bien comprendre quelles sont les entreprises de la filière, quels sont les besoins, et également quels sont les talents dont ils ont besoin. Et Sandra l'a très très bien décrit, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un talent reste dans la filière, parce qu'il s'agit de bien fidéliser les compétences, parce qu'on a parlé de métier technique, on a parlé vraiment de professionnel, on a parlé d'expérience, donc il est sur ces personnes-là pour bien assurer la continuité des services des entreprises, des travaux, mais c'est également d'attirer les nouveaux, en particulier les jeunes talents. C'est pour ça qu'on a à Connexion 21 un club des jeunes talents. Hein. Et là, pour les attirer, il y a ceux qui vont venir naturellement, c'est-à-dire ils sont tout petits, papa, maman a travaillé dans le secteur, ou tonton, j'ai envie d'y aller. Ok. Mais il y a tous ceux qui n'y pensent pas. Et il y a ceux qui seront excellents dans cette filière, parce que c'est une filière d'excellence et on peut le rappeler aussi. Donc, nous, notre métier, c'est de bien comprendre l'environnement global, le contexte de l'entreprise et les besoins des candidats. Les besoins des candidats, on a différentes techniques, hein, on a des techniques marketing. Alors, je citais tout à l'heure notre ancrage territorial avec notre réseau d'agences. Donc, on a l'accès physique. Donc là, l'agence de travail temporaire que tout le monde connaît et qui est visible dans les communes. On a nos applis mobiles. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, on les attire au travers de l'appli mobile. Juste un petit clin d'œil par rapport à ça, on est capable du sourcing jusqu'à la paye et le suivi de parcours professionnel, de les accompagner de A à Z avec notre appli mobile. Et puis après, on a des solutions totalement digitales. On a un programme national qui s'appelle MyPass, Mon Parcours. Alors, c'est même un programme mondial qu'on a adapté à la France. L'esprit de ce programme, c'est d'avoir au sein de nos amis, et ces personnes-là sont dédiées à les écouter, à les comprendre, à les accompagner et à proposer des parcours professionnels. Parce que les gens, ça a été très bien dit, à un moment donné, ils veulent travailler, ils veulent s'interrompre, ils veulent reprendre. Absolument. Entre deux, ils veulent être formés, ils veulent acquérir de nouvelles compétences, changer d'entreprise. Et bien ça, c'est le rôle de l'agent de talent dans le cadre du programme MyPass. Et le volet extrêmement important aujourd'hui, on parlait de l'intelligence artificielle, on parlait de l'innovation, c'est d'aller les sourcer, d'aller les capter là où ils sont, et là où ils ne pensent pas forcément à la filière, là où ils ne pensent pas forcément au métier des travaux publics, et là où ils ne pensent pas forcément à Manpower. Donc là, on a développé tout un tas de technologies, d'outils, tout un tas de techniques marketing. On a créé des profils qu'on appelle Personae, qui nous permettent, en fonction des entreprises, en fonction des métiers, ce qu'il veut pas, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, pour après mettre la bonne personne au bon poste dans la bonne entreprise. Alors donc c'est vrai que le dispositif, c'est des dispositifs un peu mixés. On a du digital, on a de l'expertise et on a des programmes qui permettent de faire ça. Eric, peut-être un dernier point, une petite précision sur MyPass, peut-être, ou en quelques chiffres. Je pense l'avoir illustré. En fait, c'est vraiment le parcours professionnel. Là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la filière des travaux publics aujourd'hui. Et ce que l'on veut, on l'a vu tout à l'heure, j'ai donné quelques chiffres, notamment les demandeurs d'emploi.
c'est permettre à ces personnes-là d'accéder à la filière, d'accéder aux entreprises par notre intermédiaire. J'ai peut-être pas suffisamment parlé des programmes de formation. Oui. C'est extrêmement important, on en parlait en préparant cette réunion. N'oublions pas également la sécurité. Donc, tout ce qui est sensibilisation à la sécurité avant l'intégration au poste, mais pendant également toute la mission qui est confiée. Et donc, le rôle de Manpower, encore une fois, c'est de promouvoir la filière grâce à Connexion 21, de faire la promotion pour nos entreprises, de trouver les talents, de les accompagner tout au long du parcours et de faire en sorte qu'on réponde précisément à leurs attentes, y compris d'accéder à la formation. Et pour les premiers entrants, on a des parcours qui sont vraiment intéressants, féminisés ou pas, qui est l'alternance. Et grâce à l'alternance, ça nous permet, puisqu'on fait la promotion aussi dans les écoles, d'aller capter de nouveaux candidats pour leur permettre de travailler sur la filière des travaux publics. Merci beaucoup, Eric. Ça nous permet aussi d'avoir aussi une vision 360 du périmètre d'action de Manpower pour accompagner aussi bien les entreprises que les talents sur ce point d'accompagnement sur la pénurie des compétences. Justement, c'est pour rebondir avec un petit clin d'œil aussi pour Françoise, où on précisait justement qu'on pouvait avoir une image un peu biaisée potentiellement de ce secteur où il y a beaucoup de dynamisme. Et justement, je vais vous renvoyer la balle, François, justement, pour casser un peu ces préjugés sur quelques idées reçues qu'on pourrait avoir, alors que justement, de ce que j'entends et de notre préparation, c'est tout autre chose qu'on pourrait imaginer sur ce secteur. Oui, en effet, il y avait pas mal d'idées péjoratives, préconçues sur ce secteur. La France, à un moment, était très col blanc. Donc, les familles voulaient que leurs enfants fassent plutôt des études moins opérationnelles, mais plus globales. Et pourquoi il y avait ce préjugé? Parce que, quand même, il faut bien le dire, les métiers étaient durs à une époque. Quand je parle de la... C'est le clin d'œil, mais ça existait. Ça existait, ça a donné une image un peu négative. Ce qui fait que les parents, sauf ceux qui étaient déjà dans le secteur, orientaient plutôt des études plutôt plus académiques que des études plutôt professionnelles. Or, la richesse de ce secteur, c'est que d'abord, c'est un secteur où les métiers sont très divers, très diversifiés. Et que vous pouvez démarrer à un niveau relativement bas, mais évoluer très vite, très très vite. C'est-à-dire, on démarre sur le chantier, puis peu à peu, on devient chef d'équipe, on devient chef de chantier, ou on conduit des engins, ou on passe à la maintenance, et on devient conducteur de travaux, et ainsi de suite. Beaucoup, c'est un secteur... Sandra faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de petites entreprises à une époque. Mais beaucoup de petites entreprises, il faut avoir l'esprit entrepreneur dans ce secteur. Les personnes ont commencé à un niveau souvent bas et ont monté. Et on voit bien que, notamment, quand on parle de mixité, les femmes qui dirigent des entreprises de BTP ou qui sont dans le BTP ont souvent fait partie, étaient les filles d'entrepreneurs. Donc, on voit bien que c'était un préjugé qui était négatif. Alors, là où les entreprises sont conscientes de l'impact, d'abord, premièrement, de l'impact que peuvent avoir le personnel féminin et qu'il n'y a pas de raison que certaines femmes ne puissent pas devenir conducteurs d'engins. Avant, c'était beaucoup plus difficile, mais maintenant, l'automatisation des machines permet de conduire aussi bien des gros bulles qu'à l'époque, c'était physiquement plus compliqué. Donc, il y avait ce caractère de physique. Mais je dis ça évolue. Ça évolue énormément et ça va aller encore beaucoup loin. Donc, je dis maintenant, moi, je pense qu'il faut se baser. C'est un secteur, on construira toujours.
On remuera toujours de la terre. On enfouira toujours des réseaux. Il y aura une évolution. Elle sera de plus en plus technique. Elle sera de plus en plus automatisée. Ce qui permet, mais il y aura toujours, c'est un métier qui est riche pour les jeunes. D'ailleurs, dans notre club des entreprises, nous avons des cas de jeunes femmes qui ont dit, moi j'étais dans un bureau, j'avais fait un parcours d'ingénieur, j'ai voulu passer sur le chantier. Parce que c'est là où j'ai un sens. C'est là où je vois ce que je peux réaliser. D'accord. Donc c'est un métier riche et qui reste quand même un peu dur. Il ne faut pas non plus dire que parce qu'on travaille dehors, on construit. Mais c'est un métier qui offre des opportunités extraordinaires et qui en fait, il faut qu'on valorise ces opportunités auprès des jeunes. Et c'est un métier d'avenir pour les jeunes. Sandra, ça c'est important d'appuyer sur ça, parce que j'entends de ce que vous aviez développé avec Sandra, innovation, RSE, carrière avec des passerelles, donc il y a vraiment des choses vraiment très très positives. Peut-être une question complémentaire aussi sur ces préjugés, Sandra, sur l'ouverture et sur une image un peu biaisée qu'on a de ce secteur, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et des carrières longues aussi. Comme je disais, on est en transition, donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Moi, de ce que je vois, mon expérience avec notre entreprise, c'est que, oui, c'est moi qui la dirige, du coup, on est rare dans le secteur, mais ça augmente et ça apporte ça apporte de la discussion, ça apporte on va trouver des solutions, ça atténue un peu l'impulsivité, donc ça donne un bon équilibre dans les entreprises et c'est pour ça que moi, un de mes objectifs, c'est effectivement aussi de féminiser parce que la mixité apporte toujours un apaisement et quelque chose de plus. Et ce qui manque aussi dans les travaux publics, c'est qu'on ne connaît pas les métiers. Il y a beaucoup de métiers en fait. Donc on a encore les terrassiers qui doivent faire un peu de pelle et pioche quand même. Hein, c'est le but. Hein, parce que quand on doit intervenir en méthode douce, bon, ça fait partie des méthodes douces. Après, on a la conduite d'engin, on a le chef d'équipe, le chef de chantier qui va vraiment encadrer l'équipe, donc qui doit s'adapter aussi aux différentes personnalités qu'il a en face de lui. Mais on a aussi tout le backup qui est aussi du métier terrain, qui va être le côté technicien topographe, qui va relever les points, qui va permettre de faire de la cartographie à jour, qui est très important pour le futur des travaux. Ça va simplifier les prochains travaux une fois que cette carte sera complètement mise à jour. On a le chargé d'études qui va préparer les études du chantier, qui va en amont préparer le projet du chantier qui sera donné au conducteur de travaux et qui va permettre au conducteur de travaux d'organiser son chantier. On a le chauffeur poids lourd, ça c'est un métier qui se féminise beaucoup plus rapidement. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire ce métier-là. Qui va emmener les matériaux, le matériel sur le chantier, donc qui est très accessible. Il y a aussi le côté magasinier, maintenance mécanique des engins et des véhicules. Ça, c'est des métiers en tension également. Monteur électricien, on travaille beaucoup sur l'électricité. C'est un métier qui se perd beaucoup et c'est dommage parce que voilà, dans les filières, les CAP, les BTS, électrotechnique, on va avoir une formation générale des acteurs. Comme Enedis travaille beaucoup à la coloration des formations, qu'on s'implique aussi dans l'accueil des jeunes en alternance pour pouvoir justement transmettre ce savoir-faire technique. D'accord. Il faut garder cette technicité et ça, c'est les plus confirmés qui l'ont. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est d'attirer les jeunes pour leur transmettre ce savoir-faire technique parce que c'est un secteur d'activité où il faut avoir de la technicité et c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose de très intéressant, qui est méconnu, mais qui est très intéressant. Et il ne faut pas oublier aussi, qui peut être un point important pour ceux qui ne savent pas vers quoi se diriger,
d'activité où le salaire minimum est plus élevé que la moyenne. D'accord. Et ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire 5 ans d'études pour avoir déjà un salaire plus que correct et des avantages sociaux quand même très intéressants. Et ça aussi, ça prend important de souligner ça. Entre, oui, tout à fait. même quand on n'a pas fait d'études, on ne sait pas trop quoi faire. Même en boulot alimentaire, dans un supermarché ou dans un gros entrepôt et aller faire de la terrasse, être terrassier, on va gagner plus en étant terrassier qu'en étant dans un magasin. Et avec une réalisation concrète. Ouais. Exactement. Donc ça aussi, c'est un levier qu'il faut avoir en tête. Les salaires dans les travaux publics sont plus élevés que la moyenne. Donc c'est à prendre en considération à pénibilité égale. On sait qu'on peut avoir un avenir, une progression professionnelle et puis voilà, un salaire qui est quand même conséquent dans ce secteur. Par rapport à ça, je vais rebondir sur une question, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup d'atouts sur cette filière, mais j'imagine que la pénurie est quand même là. Vous, quels sont Sandra, pour attirer vos pépites, vos talents ou les faire évoluer? C'est quoi un peu les canaux ou les solutions que vous utilisez pour que ça fonctionne bien pour votre actualité, votre activité et pour vos ressources? Pour le futur, parce qu'on prépare le futur, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec les agences d'insertion. J'aime beaucoup ce biais-là parce que, veut pas, il y a plein de gens qui arrivent sur notre territoire et qui veulent travailler pour s'intégrer et s'insérer dans la société. Et c'est des personnalités qui ont vu plein de choses et qui sont très courageuses et très rigoureuses, qui ont cette valeur travail. Donc, avec les agences d'insertion, on fait un beau travail là-dessus. On travaille beaucoup avec l'alternance. Donc, nous, notre objectif à CJL, c'est d'avoir à peu près 10% de l'effectif en alternance. On tourne à 7% parce qu'il faut aussi trouver les talents en alternance. C'est toujours compliqué par ce biais-là, mais ça nous permet de préparer l'avenir. Et bien sûr, la promotion interne, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment cibler, je fais un petit aparté, mais c'est pour ça aussi que dans les PME des travaux publics, même les plus petites, il est de plus en plus important d'avoir cette fibre RH. Avant, on se disait, c'est pas un métier dont on a besoin, c'est un luxe. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les évolutions de la société, d'avoir cette fibre-là RH permet de mettre en place des politiques et des accueils salariés pour l'avenir qui est quand même très, très importante. Donc nous, la promotion interne est très valorisée aussi parce qu'on va valoriser les personnes qui s'impliquent, qui ont des capacités, qui ont les compétences pour pouvoir monter dans l'entreprise ou changer de métier. Et on va les aider à faire ce parcours, en fait, c'est-à-dire à faire les formations qu'il faut pour atteindre un métier. Par exemple, un jeune qui est arrivé en tant que terrassier et qui m'a tout de suite dit, moi, je ne veux pas rester terrassier, je veux monter et tout. Je ne sais pas, dans ce déjà apprendre le métier et puis le secteur d'activité parce que c'est spécifique. Donc, il a commencé terrassier, il a appris ce que c'était les réseaux, l'enfouissement de réseau, la terrasse, les lecs. Il est passé par le métier d'aide monteur élec, donc il a appris vraiment toutes les ficelles. Et dans l'entreprise, on a une opportunité de poste de technicien topographe qui s'est ouverte. Je lui ai proposé et du coup, ça lui a plu. Et maintenant, c'est les formations qui vont en parallèle. Donc, ça illustre bien le fait que, voilà, quand on a cette valeur travail, qu'on s'intéresse, qu'on est curieux d'apprendre le métier, il y a beaucoup de possibilités. Donc, cette promotion interne, elle est importante pour ceux qui s'impliquent parce qu'il ne faut pas oublier que dans les travaux publics, quand il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des façons de faire qui ne sont pas hyper classe de temps en temps, c'est-à-dire le débauchage qu'on appelle un peu mais ça se pratique. Moi, je préfère faire monter quelqu'un valoriser en interne. Valoriser en interne et lui faire son programme de formation parce que voilà, il connaît la société, il s'est impliqué, donc il mérite de monter en compétences et d'être accompagné pour ça. Alors merci sur ces 3 axes, donc promotion interne, insertion et alternance. Donc indirectement, vous avez fait, sans jeu de mots, un très beau pont pour une question
pour Eric sur un petit clin d'œil sur l'alternance, parce que c'est quelque chose que Manpower a fait régulièrement, des retours d'expérience que vous pouvez mettre en lumière. Oui, tout à fait. Alors, on monte beaucoup de programmes à l'année, en particulier dans le secteur des travaux publics. On constitue des équipes par rapport à des métiers, par rapport à des projets que nos clients nous font remonter. Par exemple, Sandra en évoquait quelques-uns tout à l'heure. Il nous est arrivé aussi de constituer des groupes exclusivement de femmes pour faire la promotion, la féminisation des parcours sur les métiers dits d'hommes. Et là, on a de très, très belles réussites avec certains acteurs, Super. avec certaines entreprises, avec des groupes constitués. Donc, c'est généralement des groupes de 12 personnes qui sont constitués avec une partie théorique, une partie pratique. Donc, on s'adosse à une entreprise qui, elle, a un projet, bien souvent qui va vers une embauche. Et ce qui est intéressant sur ces groupes-là, c'est de constater qu'on a un taux d'échec extrêmement faible. Alors oui, Sandra, c'est dur de les capter à la base, mais une fois qu'on les a captés, et une fois qu'on a trouvé les jeunes, qu'on les a inscrits dans le dispositif et qu'ils ont démarré, ils vont au bout. C'est très rare d'avoir des échecs. Donc le dispositif, c'est qu'après, il y a vraiment une fidélisation et ils vont jusqu'au bout et le taux de transformation est très important. Voilà, alors l'objectif, là, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on s'adapte à ce que veut le candidat. Bien sûr. S'il veut rester en intérim parce que c'est son choix, parce que ça lui permet de bien correspondre à son mode de vie, Françoise a insisté tout à l'heure sur ce que veulent les gens, comment ils conçoivent leur carrière, ils restent en intérim. On a des dispositifs aujourd'hui qui s'appellent le CDI, c'est-à-dire que Manpower peut les embaucher en CDI et les mettre sur différentes missions chez nos clients, ou alors on peut leur permettre d'accéder à des CDD, ou alors carrément à des CDI au sein de nos entreprises utilisatrices. Parfait. Bon, ça, c'est, je trouve, un point important de mettre en lumière. On continue justement... une question sur un peu les tendances RH ou un petit éclaircissement sur la filière, puisqu'on est sur l'expertise RH. Eric, des points saillants à partager aux personnes qui nous suivent sur ce sujet? Avant de rentrer dans ce qui est présenté là, j'ai juste un petit flash très rapide. On a lancé des études sur justement le comportement des salariés et le comportement des candidats. Et moi, ce qui est ressorti de manière très illustrante, c'est les 3 critères de sélection pour un candidat d'une entreprise. On aurait pu penser, et vous l'avez souligné, le salaire est important dans les travaux publics, il est supérieur à la moyenne, mais il vient en 3e position. La 2e position, c'est la QVT. Donc, c'est exactement ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est est-ce que mon employeur prend soin de moi? Est-ce que mon employeur prend soin de ma sécurité, prend soin de mon bien-être, fait attention à quel est mon projet de vie? On parlait tout à l'heure de bien concilier le personnel. Et le premier critère, en particulier dans les travaux publics, c'est exactement ce qu'a dit Sandra, et on n'a pas répété, c'est l'intégration dans l'équipe et le comportement de mon chef. D'accord. Donc, ça me semblait intéressant. Le respect. C'est des valeurs qui sont fortes dans les travaux. Ah, oui. Alors, voilà. Non, mais c'est... Pardon, Patrice, non, mais c'est important de le souligner, au contraire. On voit, on en parlait, il y a 5% de cadres dans les métiers, il y a de la production, il y a de l'administratif, ça c'est sur les métiers féminisation. Oui. On a un peu... mais il y a vraiment des très beaux postes dans les bureaux d'études. Et grande pénurie. Et avec une grande pénurie. On voit que sur le site de France Travail aujourd'hui, on a à peu près 350 000 offres dans les travaux publics. On a vu tout à l'heure qu'on avait 5200 personnes en recherche. Et donc, on a différentes populations. Donc, bien évidemment, il y a les populations des ouvriers, il y a les populations des cadres, il y a les populations... Et il y a toutes ces fonctions support qui gravitent en plus autour du secteur d'activité et qui offrent un champ des possibles pour les gens qui sont en recherche d'emploi absolument exceptionnel. Sur un marché qui, pour rappel, tout à l'heure, représente 12% de la population totale du personnel intérimaire. Ce qui n'est pas négligeable. Et l'intérim permet justement d'accéder à ces emplois, nous permet aussi permet aux entreprises de tester. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne filière sur laquelle il est intéressant de se pencher et de se dire. Et c'est vrai que justement, et pourquoi pas moi, sachant que les métiers actuellement
grande pénurie, mais je vais rebondir sur une question pour vous, Sandra, cette fois-ci une double casquette, de votre casquette présidente et ancienne DRH de votre structure. C'est tout simplement de fantastiques opportunités d'emploi, mais on parle d'évolution des métiers, on parle de nouveaux métiers. Est-ce que vous pouvez nous rectifier le tir un petit peu des métiers de la filière? Alors oui, alors moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux métiers. Par contre, les métiers sont en évolution grâce à l'évolution des métiers, aux exigences des donneurs d'ordre, à la transformation des métiers. Du coup, ça fait évoluer les choses, les procédures, les process, et ça demande des compétences, à savoir être différentes du coup, parce que les exigences ont évolué. Les métiers de technicien topographe, on ne les avait pas vraiment dans les travaux publics au tout début, on les a de plus en plus parce qu'on doit fournir une cartographie à la fin des chantiers. Après, sur les métiers de conducteur d'engin, les machines évoluent, donc forcément le métier va évoluer également. On digitalise beaucoup. Avant, ce n'était pas digitalisé dans les travaux publics. Là, on digitalise beaucoup. Donc, avoir une connaissance de l'informatique devient primordial. On passe chef d'équipe, par exemple, ou chef de chantier, conducteur de travaux. C'est des compétences qu'il va falloir avoir dans l'avenir. Tout est digitalisé. Le but, c'est d'enlever le papier. Donc, il va falloir. Mais bon, on fait beaucoup de choses déjà avec la tablette et le téléphone. Voilà. Donc, mais il y a de la virtualisation, il y a de la 3D peut-être qui peuvent s'intégrer. Oui, après, il y a déjà des outils qui sont sortis qui ne sont pas encore utilisés sur les plus petits chantiers parce que nous, on ne fait pas des infrastructures. On n'est pas un major, donc on ne va pas travailler sur toutes les grosses infrastructures territoriales. Mais par contre, on sait déjà qu'il y a la réalité augmentée qui vient pour justement les métiers de topographe. Ça commence à venir aussi pour après voir les plans, c'est pour ça que les cartographies doivent être correctes et efficaces parce que c'est quelque chose qu'on pourra utiliser par la voir déjà les réseaux enterrés qui existants sans ouvrir la tranchée en fait. D'accord. C'est dans ce sens-là. Moi, je rêve aussi qu'il y ait l'intelligence artificielle qui arrive et qui nous développe un outil qui permette aux engins de ne plus faire de dommages aux ouvrages. Parce que vu que les cartos n'étaient pas faits avant, on a souvent des plans qui sont erronés, des retours de concessionnaires qui ne sont pas forcément justes. Donc, il y a encore des dommages aux ouvrages qui sont faits. Donc là, pourquoi pas inventer quelque chose qui bloque le godet s'il sent qu'il y a un réseau sensible. Donc voilà, l'intelligence artificielle, pour moi, et les développements, les innovations technologiques ont beaucoup de travail à faire dans les travaux publics parce que c'est, encore une fois, un secteur qui est en évolution et en transition. Donc, il y a matière. Quelqu'un qui a de la curiosité, qui a de l'envie, franchement, il y a masse à faire. Et c'est hyper intéressant parce que ça répond à des enjeux de sécurité pour les salariés et pour les infrastructures. D'accord. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où les métiers vont évoluer parce que la vie évolue, parce qu'on a l'intelligence artificielle qui arrive, parce que le secteur est de plus en plus outillé. Donc tout ça, ça va aussi faciliter le travail quotidien des salariés, mais le faire évoluer. Donc il va falloir travailler et accompagner nos salariés sur cette transition et sur l'utilisation de tous ces nouveaux outils. Merci Sandra, mais par rapport à tout ce que vous nous avez dit, je pense que Françoise et Sandra, vous pouvez peut-être synthétiser un peu le fait que les métiers, ils sont en évolution. Il y a plein d'opportunités professionnelles, mais de ce que j'ai entendu, si vous devez un petit peu faire les accroches positives, il y a des opportunités dans ce secteur en permanence. En fait, c'est un secteur pérenne. On construira toujours.
on bougera toujours la terre, c'est ce que je dis, hein. On la fera évoluer. Les infrastructures, il faut les maintenir, il faut les rendre plus innovantes, il faut les rendre plus performantes pour le quotidien de l'usager. Moi, les métiers existeront, le secteur existera, le secteur est pérenne. Après, il y a les métiers. Pour réaliser ces infrastructures, les métiers resteront toujours plus ou moins, ils existent. Mais c'est la façon de réaliser ces infrastructures, c'est la façon de faire ces métiers qui va changer. Qui va changer parce qu'on va avoir la technologie qui va faciliter la réalisation, qui va rendre ces métiers moins difficiles, la réalisation de ces métiers moins difficiles. Et donc, c'est là où les femmes pourront également vraiment s'épanouir dans le secteur. Mais aussi, il va demander une nouvelle compétence. Et donc, là aussi, en termes c'est tout à fait valorisant pour des jeunes qui vont pouvoir évoluer. Ils vont rentrer dans le métier à un niveau, mais si, comme le disait Sandra, ils sont curieux, ils ont envie d'évoluer, ils auront l'opportunité d'évoluer. Et c'est là où ce secteur est riche et qu'on doit mieux valoriser son attractivité. D'accord. Alors là, tout ça, c'est lié bien sûr, comme on le disait, tout ça, il ne faut pas l'oublier, dans le cadre de la transition technologique. C'est de savoir utiliser peut-être des matériaux nouveaux qui sont beaucoup plus green qu'ils ne l'étaient auparavant, d'avoir des approches plus green pour l'inverse. Mais définitivement, on aura toujours besoin de se déplacer d'une façon ou d'une autre. On aura toujours besoin de se connecter, de communiquer. Et donc, il faut des infrastructures pour ça. Il faut des ponts, il faut des routes, il faut des chemins. Mais ça sera la façon plutôt de réaliser. Et l'innovation, la technologie seront un axe important et l'augmentation des compétences. C'est en tout cas, avec votre double regard, c'est vraiment une image extrêmement dynamique et positive de cette filière. En préparant ce webinaire, j'ai appris beaucoup de choses et même cassé certains stéréotypes qu'on a complètement balayés pendant ce temps ensemble. En tout cas, je voulais, pour respecter le timing, parce que je pense que ce webinaire a défilé à une vitesse et tellement passionnant qu'on se dit mince, ça va aussi vite que ça. En tout cas, je voulais en profiter pour remercier Françoise, Sandra, Eric pour ce triple regard complémentaire sur l'évolution de cette filière. En tout cas, dans le webinaire, dans le lien du webinaire, vous avez un lien avec toutes les offres d'emploi au niveau national sur tous les types de métiers qui sont postés sur le site manpower.fr. Aussi, en profiter pour faire une grosse mise en lumière du Club des jeunes talents de Connexion 21. Je sais qu'Eric est très impliqué sur ce sujet parce qu'il y a des témoignages, je vous invite à aller regarder les vidéos, c'est passionnant sur l'évolution des métiers, des transferts, des passerelles, et je vous invite à regarder. Et aussi en profiter pour que vous puissiez télécharger le dernier rapport Human Power, qui est aussi disponible, qui permet de vous montrer un peu les dernières tendances des besoins des entreprises et puis surtout des attentes des talents, qui bouge beaucoup, avec donner du sens, avec une exigence sur l'intégration, comme le précisait Eric. Donc, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes en complément. Un grand merci à tous, peut-être à très bientôt sur de prochaines webinaires et thématiques. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.